Alors voilà, c'est la correction de ce premier DS, le premier exercice, bon, du cours essentiellement, même des exercices qui proviennent directement du cours ou de DTD. Que dire attention à la rédaction, enfin bref, tout ce que je vous ai déjà dit en classe. Alors, allons-y pour la première question. Démontrer par l'absurde que 0 n'a pas d'inverse dans R. Bon, j'ai trouvé beaucoup comme réponse, on ne peut pas diviser par 0. Bon, c'est vrai, mais c'est précisément ce qu'on vous demande de justifier ici. Donc supposons que 0 est un inverse dans R. Donc, il existe un certain réel A, tel que A est l'inverse de 0. Comment se caractérise un inverse? Eh bien, le produit d'un nombre par son inverse est égal à 1. Or, A multiplié par 0 égale 0. Donc on a donc une contradiction. Conclusion, n'oublie jamais de conclure. 0 n'a pas d'inverse. Alors, je vais essayer d'écrire un peu mieux que ça. 0 n'a pas d'inverse dans R. Et voilà pour la première question. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Elle est là. Comme je vous ai dit, on met les résultats en valeur. Par exemple, on encadre. Première question réglée. Deuxième question. Démontrer que la proposition suivante est fausse. Pour tout n, 2 puissance n plus 3 puissance n égale 3n plus 2. Bon, on va choisir une valeur de n, alors évidemment pas au hasard. Par exemple, si je prends n égale 2. Donc vous avez 2 puissance n plus 3 puissance n, c'est 2 au carré plus 3 au carré. C'est-à-dire 9 plus 4, 13. Et d'autre part, vous avez 3n plus 2, qui est égal donc à 12 plus 2, c'est-à-dire 14. Il n'y a pas égalité. Donc, pour n égale 2, l'égalité n'est pas vérifiée. Or, c'était une proposition qui est universelle. Donc, comme je trouve un contre-exemple, elle est fausse. Conclusion. Pour tout n appartenant à c'était n, 2 puissance n plus 3 puissance n égale 3n plus 2 est une proposition qui est fausse. Voilà pour la question 2. Passons à la question 3. Montrer que la proposition suivante est vraie. Il existe n appartenant à z, n négatif, tel que 3n carré moins 4 égale 23. Bon. Par exemple, pour n égale moins 3, alors comment je sais que c'est moins 3? Parce que évidemment, j'ai d'abord résolu l'équation par exemple au brouillon, et je sais que moins 3 est une solution, même la seule solution négative. Donc pour n égale moins 3, 3n au carré moins 4 égale 3 fois moins 3 au carré moins 4. 3 fois 3 au carré 9, 3 fois 9, 27, 27 moins 4, 23. Donc l'égalité est vraie. Conclusion. Il existe un certain n appartenant à z, n négatif, tel que 3n carré moins 4 égale 23. Hop, cette proposition-là est vraie. Alors, beaucoup, oui, quand même pas mal, ont pris 0,3n au carré, parce que c'est vrai que dans l'énoncé, le 0, il y avait 0, et puis après une virgule, mais il y avait quand même un espace entre les deux, et puis surtout, avec le 0,3, la proposition, elle n'a plus tellement de sens. Hein. Donc voilà, faites attention à ce que vous lisez, analysez bien ce que vous lisez, pour ne pas vous tromper. Question 4. Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses? Dans tous les cas, écrire leur négation. Il existe un nombre réel u tel que u carré égale moins 2. Bon, bah ça, clairement, c'est faux. Tout carré de réel est positif. Donc,
l'assertion est fausse. Sa négation est... Donc j'ai vu pas mal de « il n'existe pas ». La négation de « il existe », c'est pour tout. Donc, pour tout réel U carré différent de moins 2. Alors, pourquoi il ne m'annule pas? Bon, si c'est bon. Et donc, l'assertion est fausse. Passons à la 4b. Il existe un carré qui ne soit pas un losange. Qu'est-ce que c'est qu'un losange? Un losange est un quadrilatère ayant 4 côtés de même longueur. Un carré est donc un losange particulier. Donc il existe un carré qui ne soit pas un losange, bah, c'est faux, puisque comme c'est un losange particulier, tout carré est forcément un losange. Donc l'assertion est fausse. On va faire une nouvelle page. Sa négation est... Bah, je viens de le dire en fait. Hein. Tout carré est un losange. Et la C. Il existe T appartenant à R tel que T plus 2 au carré égale T carré plus 4. Oui, pour T égale 0. Vous avez T plus 2 au carré égale 0 plus 2 au carré, c'est-à-dire 4. Et T carré plus 4 égale 0 plus 4 égale 4. Donc l'assertion est vraie. Sa négation donc la négation de il existe T, c'est pour tout T. Pour tout T appartenant à R, T plus 2 au carré n'est pas égal à T carré plus 4. Et c'est terminé pour la question 4. Passons à la question 5. Alors, il y avait deux consignes dans la question 5. La première, traduire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes. Ça, vous l'avez tous lu. Puis, écrire leur négation. Ça, vous ne l'avez pas tous lu. Donc, la 5a. F est une fonction positive sur R. Donc, pour tout x appartenant à R, f de x est positif. Je rappelle encore une fois que positif, c'est sous-entendu positif ou nul. Hein. Ce n'est pas strictement positif, sinon j'aurais précisé. Sa négation est... Il existe x appartenant à R tel que f de x est strictement négatif. Petite question rapide. Question 5b. F n'est pas une fonction négative. Alors, attention, ne pas être négatif, ça ne veut pas dire être positif. Ne pas être négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe au moins une valeur telle que f de x n'est pas négatif, donc est positif. Donc, il existe x appartenant à R tel que f de x n'est pas négatif, donc est strictement positif. Sa négation... f est une fonction négative, hein, c'est-à-dire pour tout x appartenant à R, f de x négatif ou nul. Alors, on pouvait bien sûr utiliser
la question précédente si on n'avait pas d'idée. Parce que finalement, ce qu'on nous demandait, alors positif, négatif, mais on pouvait réécrire la négation de la question d'avant en remplaçant le strictement négatif par strictement positif. Question C. F ne s'annule jamais sur R. Ben, pour tout x appartenant à R, f de x est différent de 0. Sa négation. Il existe un réel x, tel que f de x égale 0. Question D. F n'est pas la fonction nulle, c'est-à-dire que f n'est pas identiquement nul, c'est-à-dire qu'il va exister au moins un réel, tel que f de x n'est pas égal à 0. Il existe x appartenant à R+, ou 0 plus l'infini comme vous voulez, tel que f de x est différent de 0. Sa négation. La négation d'un il existe, c'est pour tout. F de x égale 0. Alors pour la question C et la D, la A et la B, il y en a beaucoup qui m'ont écrit les mêmes assertions. Pourtant, l'énoncé était différent. Donc si l'énoncé est différent, les assertions avec les assertions quantifiées, elles doivent être différentes. Hein. E. F est majoré par 3 sur R. Donc là, c'est pas la peine de dire il existe un majorant, ce majorant égale 3 ou quoi que ce soit. Non. On va aller à l'essentiel. C'est majoré, c'est pas minoré. Sa négation. Il existe x appartenant à R tel que f de x est strictement plus grand que 3. Ça me prend presque plus de temps d'encadrer que d'écrire la proposition. La f. Alors là, la f, il y avait un beau piège. F est minoré par 2 et majoré par 3 sur R. Bon, bah, c'est un petit peu comme celle du dessus, donc ça pose pas de problème. F de x est compris entre 2 et 3. Pour la négation, attention, parce que ça, en fait, c'est quoi? Cette chose-là, c'est quoi? C'est f de x supérieur ou égal à 2 et f de x inférieur ou égal à 3. On avait traité un exercice où on nous demandait d'écrire ce genre d'inéquation avec des assertions mathématiques, enfin, et du ou. Et cette chose-là, on peut la réécrire comme ça. Alors, évidemment, dans la plupart des exercices, on n'a pas intérêt à faire ça, sauf quand on donne la négation. Sa négation est, il existe x appartenant à R, tel que f de x, donc négation de ça est strictement plus petit que 2, négation d'un et, c'est le ou, f de x est strictement plus grand que 3. G. F est croissante. Alors, cette f est croissante, on l'avait rencontrée dans un exercice en TD. Et là-dedans, on ne sait pas si la fonction est dérivable ou pas. Donc, je vais certainement pas parler de sa dérivée. Donc, c'est sur R. Donc, pour tout x appartenant à R, non, il m'en faut 2, il m'en faut 2, il m'en faut 2. Donc, pour tout couple de réels x, y dans R. Alors, on pouvait écrire pour tout x appartenant à R, pour tout y appartenant à R, c'est pareil. Hein. X inférieur à y implique f de x inférieur ou égal à f de y. Et là-dedans, non, mais non, c'est tout, c'est tout. Et donc, sa négation. Donc, la négation d'un pour tout, c'est il existe. Tel que la négation d'une implication, c'est j'ai le départ, mais j'ai pas l'arrivée. Donc tel que x est inférieur à y, et pourtant, f de x est strictement plus grand que f de y. Ça, la négation d'une implication, c'est... quand on vous pose la question de ce que c'est, vous savez le dire, mais l'appliquer en réel, c'est plus compliqué. F est une fonction constante sur R, donc ça aussi on l'avait trouvé, on l'avait rencontré.
il existe une constante C, telle que, on est sur R pour tout x appartenant à R, f de x égale C. Sa négation. Pour tout C appartenant à R, il existe un x appartenant à R, tel que f de x est différent de C. Et on a terminé la question 5. La question 6. Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses? La première, pour tout x et pour tout y appartenant à R, x plus y égale 0. Si je prends x égale 1 et y égale 1, alors x plus y est égal à 1 plus 1, c'est-à-dire 2, qui n'est pas égal à 0. Donc l'assertion est fausse. Question B. Il existe x appartenant à R, il existe y appartenant à R, tel que x plus y est égal à 0. Ben ici, si je choisis pour x égale y égale 0, j'ai x plus y égale 0. Donc j'ai bien trouvé une valeur de x, une valeur de y, telle que l'égalité est vraie. L'assertion est vraie. Question C. Pour tout x, il existe x appartenant à R tel que x plus y égale 0. Si je choisis n'importe quelle valeur de x, je vais pouvoir trouver une valeur de y telle que x plus y est égal à 0. Ça c'est vrai, c'est l'opposé en fait, pour le démontrer. Donc c'est une proposition universelle. Donc pour démontrer une proposition universelle, je commence par soit x appartenant à R. Pour y égale moins x, j'ai x plus y est égal à x moins x, c'est-à-dire à 0. Donc j'ai bien démontré l'assertion. Pour tout x. Alors, dans ce que j'ai vu, il manquait souvent le pour tout x, le reste, vous aviez l'idée. Question D. Dernière assertion pour cette question-là. Il existe x appartenant à R tel que pour tout y appartenant à R, x plus y est égal à 0. Bon. Si jamais c'était vrai, ça voudrait dire qu'il existe un réel, tel que ce nombre-là, quand je l'ajoute à n'importe quoi, ça fait toujours 0. Et bien sûr, ça n'existe pas. Donc cette assertion, elle va être fausse. Évidemment, l'explication que je viens de vous donner de façon orale, elle n'est pas rigoureuse, et c'est pas ça que je vais rédiger. Mais ça me donne quand même l'idée que l'assertion est fausse. Donc je vais m'intéresser à la négation. Donc il existe pour tout x appartenant à R. Pour tout y appartenant à R devient il existe un y appartenant à R tel que x plus y est différent de 0. Et je vais démontrer que cette négation est vraie. Et donc je me donne un réel x quelconque, et il faut que je fabrique un y tel que x plus y soit différent de 0. Pour y égale, alors si je prends moins x, évidemment ça ne fonctionne pas, mais je vais prendre moins x plus 1, j'ai x plus y qui est égal à x moins x plus 1, c'est-à-dire 1, différent de 0. Donc, cette négation est vraie. Par conséquent, l'assertion de départ est fausse. Et on a terminé cette question 6. Passons à la question 7. On a une suite récurrente double, c'est-à-dire que j'ai A0, j'ai A1, et ensuite pour définir les termes suivants, AN plus 2 est défini en fonction de AN plus 1 et AN. Clairement, quand on a ça, c'est une récurrence double. Pas la peine de chercher à faire de la récurrence simple, ça ne fonctionnera pas. Donc,
je me donne un entier n. Notons Pn, la proposition, qui sera an plus 2 est égal à 2... non, pardon. C'est an, c'est ça qu'on nous demande de démontrer. An égale n carré plus n moins 1. Ma proposition, c'est cette égalité. Hein. C'est le fait que an soit égal à n carré plus n plus 1. C'est pas an, c'est pas n carré plus n plus 1. C'est vraiment l'égalité. Donc on commence par initialiser. Initialisation. Je dois initialiser 2 fois. Alors j'en ai vu beaucoup qui commencent par m'écrire A0 égale 0 au carré plus 0 moins 1. Mais ça, on n'en sait rien pour le moment. Donc je vais dire pour n égale 0... j'ai 0 au carré plus 0, alors c'est pas plus 1, c'est moins 1, qui vaut moins 1, et là je reconnais que c'est à 0. Pour n égale 1, j'ai 1 au carré plus 1 moins 1 qui vaut 1, et je reconnais que c'est à 1. Donc là, j'en déduis que P0 et P1 sont vrais. J'ai terminé mon étape d'initialisation hérédité. Même si vous ne savez pas faire l'hérédité, si vous ne savez pas ce qu'il faut dire dedans, vous devriez quand même savoir la rédiger. Soit n appartenant à n, tel que on est à la fois Pn et Pn plus 1, qui sont vraies toutes les deux. On a donc an qui est égal à n carré plus n plus 1, et an plus 1, qui est égal à n plus 1 au carré, plus n plus 1, pardon, ici j'ai mis plus 1, mais c'est moins 1, moins 1, c'est-à-dire n carré plus 2n plus 1, plus n, c'est-à-dire n carré plus 3n plus 1. Montrons qu'alors, Pn plus 2 est vrai, c'est-à-dire que an plus 2 est égal à n plus 2 au carré plus n plus 2 moins 1, c'est-à-dire n carré plus 4n plus 4 plus n plus 1, c'est-à-dire n carré plus 5n plus 5. Et donc là, maintenant que j'ai introduit mon hérédité, d'après l'énoncé, an plus 2, c'est 2an plus 1, moins an, plus 2. Par hypothèse de récurrence, on a donc an plus 2 est égal à 2 multiplié par n carré plus 5n plus 5, moins n carré plus n moins 1. Non, pardon, je dis des bêtises, c'est n carré plus 3n plus 1. Plus 2. C'est-à-dire, donc je vais avoir 2n carré moins n carré, il va me rester n carré. Ici, j'ai 6n moins n, je vais avoir 5n. 2 fois 1, 2. Et 2, 4. Et moins 1, ce qui nous fait bien 5. Donc, Pn plus 2 est vrai. Reste la dernière étape, la conclusion. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, on a montré que an c'était bien égal à n carré plus n moins 1. Et on a terminé la question 7. Passons à la question 8. Déterminer toutes les fonctions réelles f de r dans R telles que pour tout xy dans R, f de x multiplié par f de x multiplié par f de y moins f de xy est égal à x plus y. Donc ça c'est une question qui peut être difficile, mais c'est un exercice qu'on avait fait en classe.
Que se passe-t-il? Donc on va bien sûr travailler par, j'ai oublié de le noter, analyse et synthèse. Si x égale y égale 0, on a donc f de 0 au carré moins f de 0 égale 0. C'est-à-dire f de 0 facteur de f de 0 moins 1 égale 0. Donc f de 0 égale 0 ou f de 0 égale 1. Première étape. Premier cas. Donc j'ai une disjonction des cas. F de 0 égale 0. Qu'est-ce qui va se passer si on a ça? Eh bien, dans ce cas-là, si je prends, par exemple, x, si x égale 1 et y égale 0, j'ai, d'après mon énoncé, f de 1 multiplié par f de 0 moins f de 0 égale 1. Donc, f de 1, je ne sais pas combien ça vaut, mais ici, donc ça vaut 0. Ça vaut 0. Donc 0 égale 1, ce qui est absurde. Donc f de 0 n'est pas égal à 0. Peut-être qu'il n'est pas non plus égal à 1. Enfin, si, puisque comme on l'a déjà fait, on s'en rappelle. Deuxième cas. F de 0 égale 1. Bon. Eh bien, je vais prendre un réel x. Pour y égale 0, on a f de x multiplié par f de 0 moins f de x multiplié par 0, donc moins f de 0, égale x qui vaut x plus y qui vaut 0, c'est-à-dire, donc ça, ce f de 0, il vaut 1, ce f de 0 ici, il vaut 1 aussi, d'où f de x moins 1 égale x, ou encore f de x égale x plus 1. La seule fonction qui peut vérifier l'égalité est la fonction f de R dans R qui à x associe x plus 1. Il nous reste la synthèse et puis la conclusion. Pour cette fonction f, je me donne un couple de réels, f de x multiplié par f de y moins f de xy, c'est donc x plus 1 multiplié par y plus 1 moins xy plus 1, c'est-à-dire que j'ai xy plus x plus y plus 1 moins xy moins 1, c'est-à-dire que ça me donne x plus y. Donc f vérifie bien la contrainte posée. Conclusion. La seule fonction vérifiant l'égalité demandée j'écris ça pour ne pas la recopier, et la fonction f de R dans R qui à x associe x plus 1. C'est terminé pour cette question. Passons à la question 9. Démontrer que pour tout n appartenant à n carré plus 1 n'est pas un multiple de 4. Donc ça, très clairement, ça fait référence à un raisonnement par l'absurde. Soit n appartenant à n. Supposons que n carré plus 1 est un multiple de 4.
Donc, il existe un entier k tel que n carré plus 1 est égal à 4k. Ou si vous préférez, hein, donc n carré n carré est égal à 4k moins 1. Ici, il peut se passer deux choses. 4k moins 1 est impair. Donc n carré aussi. Donc n est impair. Donc déjà, on a montré que si n est pair, n carré plus 1 est impair. Donc si n est pair, n carré plus 1 n'est pas un multiple de 4. Hop, hop, donc ça c'est une conclusion, enfin un bout de conclusion, hein, je n'ai pas terminé le travail. Maintenant, supposons n impair. Dans ce cas-là, il existe k appartenant à z tel que n égale 2k plus 1. On a donc n carré plus 1 qui vaut 4k au carré plus 4k plus 1, c'est-à-dire 4k au carré plus 4k plus 2, c'est-à-dire 4, facteur de k au carré plus k plus 1 demi. Or, cette chose-là n'est pas entière. Or, 1 demi n'appartient pas à n, donc k carré plus k plus 1 demi n'appartient pas à n, puisque k carré et k sont des entiers. Et donc, conclusion, n carré plus 1, alors je ne vais pas marquer conclusion ici, n carré plus 1 n'est donc pas un multiple de 4. Je vais pouvoir conclure de façon générale. Soit n appartenant à n, n carré plus 1 n'est pas impair. N'est pas un multiple de 4, il peut très bien être impair, n'est pas un multiple de 4. C'est terminé pour la question 9. La question 10. Alors là aussi, c'est une question qu'on avait faite en classe sur la partie entière. Je vous laisse la corriger, voir note du cours. Ça va abréger un peu le travail pour se concentrer sur la question 11. On a une expression polynomiale. On nous demande de déterminer des réels a, b et c tels que p de x égale x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Alors vous êtes nombreux à avoir fait cette question par identification. C'est une très bonne méthode, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais appuyer encore une fois sur la division euclidienne. Je vais diviser x cube plus 5x moins 6 par x moins 1. Alors pourquoi j'appuie sur la division euclidienne? Parce que je sais que certains d'entre vous ne sont pas au point, comme ça vous aurez en vidéo un exemple supplémentaire de division euclidienne. Donc je vais prendre ici x au carré, de façon à ce que x carré multiplié par x soit égal à x cube. Et ensuite je fais mon produit de x carré par ce petit polynôme de degré 1. Je vais donc avoir x cube moins x carré. Alors je vais laisser une petite place ici.
X cube moins x cube, il va rester 0. Et puis rien moins x carré, j'ai x carré. J'abaisse mon 5x. Ensuite, pour avoir x carré ici, avec x, il me faut ici x. X multiplié par x, ça me fait x carré. X multiplié par moins 1, ça me fait moins x. X carré moins x carré, il ne me reste rien. 5x moins x, donc 5x plus x, pardon, ça me fait 6x. Moins 6. Et donc là, pour avoir 6x ici, je vais prendre 6. Donc je vais avoir 6x, 6 fois moins 1, moins 6. Et il me reste bien 0. Alors, je répète que j'attendais pas forcément la division euclidienne. Conclusion, P de x est égal à x moins 1 multiplié par x carré plus x plus 6. Question B. Résoudre alors P de x égale 0. Bon, bah, P de x égale 0 si vous avez x moins 1 qui vaut 0, ou alors x carré plus x plus 6 qui vaut 0. Un petit discriminant, donc b au carré moins 4 fois a fois c, c vaut 6. C'est-à-dire que vous avez 1 moins 24, moins 23 qui est largement négatif. Donc, P de x égale 0, si et seulement si x égale 1. Il n'y a pas d'autre solution possible. Question d'après, et on aura presque terminé. Établir l'égalité b cube égale 6 moins 5b, sachant que b est un truc affreux qui comporte des racines cubiques et des racines carrées, c'est très moche. Donc, typiquement, ce genre de truc, soit vous voyez tout de suite ce que vous allez faire et vous vous lancez dans le calcul, soit vous ne voyez pas et vous passez la question en gardant quand même en tête que b cube égale 6 moins 5b. Et ça, on pourra le réutiliser dans la question d'après. Alors moi, bien sûr, je vais quand même corriger la question C, mais voilà une stratégie qui vous permet de gagner un petit peu de temps pour une question qui ne va pas forcément vous faire gagner beaucoup de points. Petit rappel, pour tout réel A et B, A plus B au cube, c'est A cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B au cube. Alors ici, il faudrait plutôt prendre du moins. Et donc là, on va avoir un moins. Et là, on va avoir un moins. Bon. Si vous ne vous rappelez pas de cette identité remarquable, vous développez et puis voilà. Et donc, je vais avoir b au cube qui va être égal à, quand je prends mon premier morceau, a au cube. Ce qui va me donner 3 plus racine de 9 plus 125 sur 27. Ça représente le a au cube. Moins 3. A au carré. Alors, plutôt que de mettre une racine cubique, je vais mettre des puissances entières. Donc, A au carré, je vais avoir 3 plus 9 plus 125 sur 27 au carré, mais il était à la puissance entière, puisque c'est une racine cubique, multiplié par B. Moins 3 plus 9 plus 125 sur 27 à la puissance entière. Donc là, ça c'est le a cube, ça c'est le a carré, ça c'est le b. Plus 3a multiplié par b au carré. Moins b au cube. Donc ça c'est a, ça c'est b carré, et ça c'est b au cube. Donc j'ai bien tout développé. Une nouvelle page. Alors, si je regarde, ici j'ai 3, moins 3. Donc 3 plus 3, ça me fait 6. Ensuite, ici j'ai plus racine de 9 plus 125 sur 27. Et ici j'ai moins racine de... Donc ça s'en va.
Vous allez me dire, il reste tout le reste qui est lourd. Mais dans tout le reste, si on regarde bien, il y a 3 qu'on peut mettre en facteur, même moi je vais mettre moins 3. Ensuite, là-dedans, j'ai ça à la puissance 1 tiers, ça à la puissance 1 tiers, ça à la puissance 1 tiers, ça à la puissance 1 tiers qui sont communs. Donc je vais les écrire. Donc je vais avoir du 3 plus 9 plus 125 sur 27 à la puissance 1 tiers, multiplié par l'autre à la puissance 1 tiers. Une fois que j'ai mis ça en facteur, qu'est-ce qu'il me reste? Ben, si j'avais 2 tiers, 2 tiers c'est 1 tiers plus 1 tiers, donc il va me rester cette chose-là, la puissance 1 tiers. Donc je vais avoir du 3 plus 9 plus 125 sur 27. Alors, plutôt que d'écrire puissance 1 tiers, je vais réécrire la racine cubique. Donc là, ici, j'avais un moins. Là, comme j'ai un plus et que j'ai mis moins 3 en facteur, ça va me donner un moins ici. Et je vais avoir cette chose-là à la puissance 1 tiers en facteur. Donc je vais avoir racine cubique de moins 3 plus 9 plus 125 sur 27. J'écris tout petit. Là, qu'est-ce que je reconnais? Tout ça, là, c'est exactement grand B. Et il me reste plus que ce produit-là à traiter. Donc je vais avoir 6 moins 3 fois. Je vais avoir 3 plus 9 plus 125 sur 27, multiplié par... Alors, je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais l'écrire comme ça pour que vous le voyez mieux. 9 plus 125 sur 27, moins 3. Et le tout est à la puissance 1 tiers. Et je multiplie ça par B. Et là-dedans, j'ai du A moins B, facteur de A plus B. Et donc je vais avoir 6 moins 3 fois A carré moins B carré, donc A carré, moins B carré, le tout à la puissance 1 tiers multiplié par B. Vous voyez que ça se simplifie quand même pas mal. Et donc, ben, 9 moins 9, il ne va rien rester. Je vais avoir donc 6 moins 3 fois 125 sur 27, alors racine cubique 2, multiplié par B. Or, ben, 5 au cube vaut 125. Et 3 au cube vaut 27. Donc, au départ, j'avais B cube. Il va me rester 6 moins 3 fois 5 sur 3 multiplié par B, c'est-à-dire 6 moins 5B. Conclusion. B cube égale 6 moins 5B. Je n'ai pas calculé B, mais je sais que B cube égale 6 moins 5B. Et j'ai terminé ma question C. Question D. En déduire une valeur simple de B. Bon bah, B cube égale 6 moins 5B. C'est-à-dire que B cube plus 5B moins 6 est égal à 0. Donc B est racine de P de X. D'après la question petit b, bah, B vaut 1. Et ça, en fait, on pouvait le dire même si on n'avait pas montré effectivement que B cube était égal à 6 moins 5B. Et voilà pour ce premier exercice du DS.